Bonjour à tous, je m'appelle Kate Oren et je suis la directrice principale du programme consacré au genre à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, l'UICN. Veuillez noter que ces débats seront donc en direct en espagnol et en anglais et nous avons de l'interprétation simultanée en anglais, en français et en espagnol. Donc vous pouvez télécharger l'application Interactio de Google Store ou de Apple et vous devez ensuite saisir le code GBVENV comme vous le voyez à l'écran. Il est préférable en fait d'écouter avec un autre appareil tel que par exemple des écouteurs sur votre smartphone. Mais vous devez bien sûr également désactiver le son sur l'autre appareil. Donc, je voudrais remercier l'équipe de traduction. Le email d'enregistrement a également des instructions et je vais vous présenter également une vidéo de démonstration. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr utiliser la boîte de dialogue qui est reliée à une équipe. Donc, une brève vidéo qui va vous expliquer comment pouvoir accéder à l'interprétation simultanée en direct. Voilà, donc si vous venez de vous connecter, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'être à nouveau présente parmi nous. Nous avons maintenant l'habitude de ces séances virtuelles. Et là, quelques remarques d'intendance pour des réunions virtuelles. Tout d'abord, cette session est enregistrée et sera disponible dans les 3 langues sur le site web Agent. Le lien sera envoyé après la session. Les micros seront désactivés afin d'éviter d'être distrait. Mais vous pouvez bien sûr participer activement. Nous encourageons cela. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour envoyer des questions. Nous allons donc collecter ces questions et nous essaierons également de les classifier de façon à pouvoir répondre au plus grand nombre de questions que possible. Vous pouvez bien sûr également contacter l'équipe qui est en coulisses. Merci à USAID qui a rendu ces séances virtuelles possibles et je voudrais remercier les intervenants et les organisations qui collaborent. Et il y a également des recommandations qui sont disponibles dans la section Handout, dans le panneau de contrôle, le control panel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette session abordera diverses formes et expressions de la violence, ce qui peut être inconfortable, dérangeant ou constituer un élément déclencheur pour certains. Notre objectif est donc de créer un espace où l'on se sent en sécurité afin de discuter de ces sujets difficiles qui sont endémiques dans nos sociétés et limitent notre travail collectif. Nous vous encourageons en tant que participants et auditeurs à prendre bien soin de vous. Avant de poursuivre, nous aimerions que vous répondiez à une question très simple. Nous aimerions savoir comment vous évaluez votre connaissance des liens entre la violence basée sur le genre et le changement climatique. Donc, nous allons vous poser ces questions. Donc, vous pouvez répondre de 1 à 5. Donc, 1, vous n'avez pas beaucoup de connaissances et 5, vous avez énormément de connaissances en la matière. Nous allons vous poser cette question pendant encore une trentaine de secondes.
Si vous voulez si vous vous êtes déjà connecté, vous vous souviendrez que nous posons ce type de questions pour pouvoir mieux préparer des webinaires par la suite. Encore quelques secondes pour répondre à cette question. Très bien, merci beaucoup. Nous voyons que les connaissances sont vraiment très variées parmi ceux qui sont connectés. Merci beaucoup. Donc, le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires qui parlent d'outils, de pratiques dans les différents secteurs et qui a pour objectif également de mieux comprendre et prendre en compte les violences basées sur le genre et sur les liens avec le climat. Nous voulons donc mobiliser les communautés par le biais de notre centre sur la violence basée sur le genre et les liens avec l'environnement, le centre VBG ANV. Et nous avons également donc l'UICN ainsi que USAID et notre partenaire agent. Nous voyons ici que le centre met l'accent sur la promotion des connaissances transsectorielles, des ressources, des stratégies et l'appui technique dans différents projets de par le monde afin de mieux comprendre les violences basées sur le genre et ceci dans le contexte de l'environnement afin de mettre fin aux violences basées sur le genre. La session d'aujourd'hui va mettre l'accent sur ce que nous savons en ce qui concerne les VBG dans un environnement climatique en mutation. Nous avons fait des études personnellement, mais nous avons également reçu beaucoup de questions à ce sujet. Nous allons donc échanger des informations issues de plusieurs secteurs. Nous allons essayer de tous comprendre comment la violence basée sur le genre a des liens avec l'environnement et nous allons pouvoir également écouter des intervenants qui ont travaillé dans de nombreux secteurs depuis de nombreuses années à différents titres, que ce soit dans des domaines d'élaboration de politiques nationaux ou internationaux, dans le domaine universitaire et également à la base. Notre ordre du jour euh, va vous permettre d'entendre de formidables intervenants venant du monde entier. Et donc, je vais commencer à être l'animatrice et ensuite, ma collègue prendra la suite après une présentation d'Itza Castañeda et qui parlera donc de la violence basée sur le genre et des liens avec l'environnement. Elle mettra l'accent sur les éléments de preuve que nous avons glanés dans le cadre de notre processus de recherche. Mais tout d'abord, c'est un plaisir que donner la parole à Banda Rana, quelqu'un qui est un fer de lance des deux mouvements, c'est-à-dire de mettre fin à la VBG et également d'essayer de relever le défi du changement climatique. Elle a un CV très important. C'est un des leaders du mouvement des femmes au Népal. Son expérience s'étend sur 3 décennies pour promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres au sein d'organisations différentes et de réseaux qu'elle a créés ou qu'elle a dirigés. Elle a travaillé au niveau de la base, mais également dans des programmes au niveau mondial, régional et national pour lutter contre la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes contre les femmes et les jeunes filles. Ainsi, euh, elle a également énormément d'expérience dans le domaine des Nations Unies et notamment dans le cadre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF. Elle a participation également à des processus, notamment dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.
Elle a participé à des programmes pour les médias et en matière de communication. Elle a également organisé des dialogues nombreux entre différentes entités et organisations des femmes pour renforcer la cohérence et le partenariat. Elle a reçu énormément de prix. Elle a été membre du groupe consultatif de la société civile d'ONU Femmes sur la mise en œuvre de la résolution 1325 et membre également de, du comité CEDEF. Bandana, nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. C'est une année très importante en matière de décision pour l'environnement et les processus d'égalité des genres. Nous sommes toujours au milieu de ce mois international de la femme et nous vous remercions donc pour votre présence et je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup, Kate. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous souhaite euh, une très bonne journée du Népal où je me trouve. Le lien avec le changement climatique dans le domaine de la violence basée sur le genre est arrivé un peu plus tard et aujourd'hui, en tant que membre du comité CEDEF, je vais parler des activités du comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes pour voir quels sont les liens qui ont été déterminés entre la violence basée sur le genre et un environnement en mutation. CEDEF, c'est donc la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il s'agit d'un document qui a force contraignante. Il s'agit d'un instrument juridique qui a force contraignante et qui est donc un mécanisme puissant qui peut rendre responsables les gouvernements et les États membres. S'agissant du changement climatique, puisque la CEDEF se penche sur toute une série de droits associés aux femmes et des discriminations dont sont victimes les femmes, et essaie de promouvoir l'égalité, la non-discrimination et les obligations étatiques. Ce sont les trois principes fondateurs de CEDEF. Pour ce qui est du changement climatique, étant donné que le comité CEDEF s'est rendu compte de l'importance du changement climatique et de ses liens avec la violence basée sur le genre, des recommandations en 2018 ont été formulées sur la dimension associée au genre, sur la réduction des effets des catastrophes dans le contexte de l'environnement. Alors pourquoi ce type de recommandation? Bien parce qu'en fait, le comité CEDEF se rend compte que les États parties ont besoin d'instructions détaillées pour essayer de voir comment atténuer les conséquences de la discrimination contre les femmes et essayer de voir s'il y a des aspects qui devraient être pris en compte pour demander aux États parties de prendre telle ou telle mesure. Donc, compte tenu du fait qu'on s'est rendu compte de ce lien entre l'environnement et la violence basée sur le genre, et donc, une résolution a été adoptée dans le contexte du changement climatique pour réduire la violence basée sur le genre. Dans cette recommandation générale, différents aspects ont été mis en exergue que je souhaiterais vous mentionner. Tout d'abord, on se rend compte qu'il y a un risque accru pour les femmes et les jeunes filles durant les catastrophes et après les catastrophes parce qu'il n'y a pas de programme de protection sociale et il y a également des problèmes de sécurité alimentaire et d'impunité associés aux violences perpétrées contre les femmes. Et les femmes, donc, ont de plus en plus de mal à accéder à de la nourriture. Le comité, donc, a observé à plusieurs reprises que la violence sexuelle est commune dans des crises humanitaires et peut atteindre un stade aigu dans le cadre de catastrophes naturelles. Il y a également des questions d'accessibilité et de violation dans les camps et les installations temporaire parce qu'il n'y a pas de suffisamment d'infrastructures, y compris de l'eau potable et des systèmes d'assainissement. Les femmes et les jeunes filles sont donc en prise à des violences basées sur le genre dans le cadre de ces catastrophes. Les mariages forcés, la traite des êtres humains et la prostitution forcée ont plus tendance également à se tenir pendant et après les catastrophes.
Les vulnérabilités intersectorielles peuvent être d'ordre économique, social et culturel et peuvent être réduits. Par exemple, les femmes migrants peuvent faire face à plus de risques de violences basées sur le genre, y compris la traite des êtres humains et d'autres formes de violence dans les transits, dans les camps, au niveau des zones frontalières et dans les pays de destination. On a également parlé de l'importance de la participation. Les femmes et les jeunes filles sont en fait des groupes passifs et vulnérables et donc il y a un stéréotype axé sur le genre qui en fait ne prend pas en compte le rôle que peuvent jouer ces femmes et ces jeunes filles dans des mesures d'atténuation des changements climatiques et de réparation suite à des catastrophes. Des programmes et des politiques devront être établis de façon à lutter contre la violence basée sur le genre, y compris la violence économique, la traite des êtres humains et le mariage forcé. Et les parties doivent également s'assurer que l'âge minimum du mariage est de 18 ans, tant pour les femmes que pour les hommes. C'est parce qu'il y a beaucoup de mariages avec des mineurs qui ont lieu pendant et après les catastrophes. Il faudrait également avoir accès à des mécanismes efficaces pour toutes les femmes qui veulent signaler des violences basées sur le genre. Ceci doit être développé en partenariat avec des parties prenantes pour avoir un système de suivi et d'évaluation. Il faudrait fournir également une formation, avoir une sensibilisation, avoir également des groupes idoines qui soient mieux sensibilisés et adopter des stratégies à long terme pour vraiment traiter des causes profondes de violences basées sur le genre, notamment chez les femmes pendant les périodes de catastrophes. Il faudrait faire ceci au niveau des institutions d'enseignement, des établissements religieux, etc. Je voudrais maintenant vous présenter comment le comité CDF a établi comme type de recommandation à l'attention des États parties. Et j'en ai choisi certains. Il n'y a pas vraiment de choix que j'ai fait sciemment, c'est simplement donc un choix aléatoire. En 2020, durant notre séance du mois de février, le comité a recommandé que les États parties s'assurent que les femmes soient impliquées dans l'élaboration de législation, de politiques et de programmes sur le changement climatique, sur la réponse face à des catastrophes et sur la réduction des risques suite à des catastrophes. En 2019, il y a une perspective du genre qui a été intégrée. Il y en a d'autres, mais j'en choisis que certains. Donc, avoir une perspective de genre dans les politiques et les programmes en matière de changement climatique qui reflètent les besoins et les préoccupations des fans. En 2019, il a également mentionné que les femmes devaient participer à l'élaboration, à la formulation des politiques, notamment dans le domaine du changement climatique et notamment prendre en compte le rôle des femmes dans les zones rurales. En 2019 également, une autre recommandation, s'assurer que les femmes sont impliquées dans les législations et dans les programmes nationaux et prendre des mesures pour lutter contre la famine et garantir la sécurité alimentaire pour toutes les femmes. En 2019 toujours, examiner les politiques en matière de changement climatique, notamment en ce qui concerne l'extraction de pétrole et du gaz au Mozambique. En 2019 aussi, s'assurer que la perspective du genre est intégrée dans le développement et la mise en œuvre de politiques et de programmes sur la réduction des risques suite aux catastrophes et sur le changement climatique, et également mener des études. Je n'ai pas beaucoup de temps. La seule chose que je voulais mentionner, c'était celle qui a été mentionnée à Samoa en 2018, c'est-à-dire renforcer l'analyse du genre et rendre plus générales les préoccupations des femmes pour s'assurer qu'elles participent dans le processus décisionnel en ce qui concerne le développement politique et la mise en œuvre de programmes de gestion des risques suite à des catastrophes, notamment lorsque ceci est lié à la réduction et l'adaptation. How the committee has, in the recent years, been seriously taking and highlighting the linkages between gender-based violence in a changing climate. And what I would like to urge organizations like IUCN, I really appreciate the work that IUCN does. I'm very aware of it. I've been engaged in some instances.
and the awareness that it is building up, the advocacy that it is building up, the partnership that it has with women's organization. However, I would like to say that no matter how good your advocacy plans or programs are, unless and until national governments take it up as a commitment, it's not going to work. And I won't say the only, but the most effective way of strengthening this accountability of governments is through this CEDAW mechanism and the new GR recommendation that it has come up with, by providing, if a certain country is reporting to the CEDAW committee, IUCN should look at what are at stake in that country in regard to gender-based violence and climate change, and provide alternative information to the CEDAW committee so that the CEDAW committee can question the government and include specific recommendations to that particular state party in its recommendations. And based on the recommendations, civil society can strengthen advocacy at the national level for accountability. So I think, I'm a women's rights activist, and I have used CEDAW even before I was in the CEDAW committee to bring about changes in legislative policies, in constitutional changes. So I know it works. So I would really like to urge, I know you are going to have a discussion now, but I would like to urge you to have a stronger and closer synergy and engagement with the CEDAW mechanism to strengthen accountability and to build more awareness between the linkages between gender-based violence in a changing climate. Thank you so much. Thank you so much, Vandana. That was just an extraordinary introduction. I think you've given the panelists a lot to think about and come back to in their remarks. Certainly, the resolutions made under the CEDAW committee are some of the strongest and most substantive documentation of linkages between gender-based violence and climate change, and can be used as a reference for many governments, for stakeholders across sectors, as a tool, as you so well said. And I thank you so much again. I know you do have to excuse yourself, and we're grateful for your time. Thank you, Vandana. So I'm going to turn now to introduce our next speakers. My colleague Itza Castañeda is Senior Gender and Environment Advisor with our team at IUCN, and one of the authors of our publication on gender-based violence and environment linkages, which we published last year with support and partnership from USAID. For the next 10 minutes or so, she's going to offer some overview of the key issues, including spotlighting findings from our own research that has set up our work that we're undertaking now. But directly after Itza, and please do remember everyone to share comments, questions as they occur to you in the chat boxes in the control panel. Right after Itza, we'll turn directly over to Julia to dive into the discussion portion of this webinar. Dr. Bradley Cook provides thought leadership, technical support, and program management for USAID's programs in sub-Saharan Africa. Her portfolio includes climate-smart agriculture, sustainable landscapes, climate adaptation, and natural resources management. Prior to joining USAID, Julia worked on climate change in the US Senate, academia, and across NGOs. Dr. Bradley Cook will open the floor with our discussion panel very soon, but first, Itza, let me turn it over to you. The floor is yours. Thanks. Thank you, Kate. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Buenos dias, America Latina. So today, I'm going to present the key results of the research process on gender-based violence and environment linkages that Kate has mentioned. Genre dans un environnement qui change, comme évoqué par Kate, surtout en lien avec le changement climatique. Pendant notre processus de recherche, le changement climatique a été parmi les questions les plus importantes dans les cas que nous avons vus dans notre appel à des études de cas et dans les réponses reçues. C'est la question la plus importante au niveau des médias dans notre publication et des demandes à travers les différents secteurs du travail. Le changement climatique touche chaque secteur de l'environnement et la série touche aussi sur beaucoup de ces sujets. Mais aujourd'hui, cette présentation
nous donne un aperçu de ce que nous savons déjà. Le changement climatique renforce le stress, l'insécurité et la sécurité, ce qui contribue à une augmentation au niveau de la violence basée sur le genre. Ce que nous savons déjà sur la VBG, il est important de présenter cela comme idée partagée. La VBG est tout mal ou mal potentiel commis basé sur le genre. C'est symptômes et outils de l'inégalité au niveau des genres et de violation des droits de l'homme. Il a été largement démontré que la violence liée au sexe est le résultat de normes discriminatoires profondément ancrées qui traitent l'inégalité entre les sexes avec tolérance et qui ancrent ces inégalités dans les structures et les institutions de la société. Nous savons également que les inégalités structurelles et socioculturelles qui limitent systématiquement la capacité des individus à réaliser l'ensemble de leurs droits renforcent la vulnérabilité et peut donner lieu à des actes violents visant à maintenir les dynamiques du pouvoir liées au genre. Dans le contexte du changement climatique, il est fondamental de ne pas considérer les hommes et les femmes comme des groupes homogènes. Cela peut renforcer les stéréotypes nuisibles qui peuvent perpétuer les inégalités économiques, sociales ou politiques et ne pas reconnaître les défis que doivent relever différents groupes confrontés à de multiples couches de marginalisation. Donc, comprendre les liens entre la violence liée au sexe et le changement climatique est essentiel pour élaborer des politiques, des plans et des interventions efficaces. Parce que cela s'influence mutuellement de différentes manières que nous allons voir pendant ce webinaire et nous avons déjà vu avec la présentation de Bandana que cela peut limiter ou annuler le progrès. Donc, puisque nous travaillons sur ces questions depuis plus de 3 ans maintenant et nous avons trouvé différentes conditions qui touchent sur la violence basée sur le genre, comme suit. Le changement climatique et les catastrophes liées aux conditions météorologiques dégradent les ressources naturelles, perturbent la production alimentaire et la disponibilité de l'eau, endommagent les infrastructures et entravent les progrès vers la pleine réalisation des droits de l'homme et l'éradication de la pauvreté. Cela est important. Cela est un modèle des droits humains et les impacts sur l'éradication de l'élimination de la pauvreté. L'effondrement des systèmes économiques, des infrastructures et des services sociaux en période de stress climatique et des catastrophes liées aux intempéries peuvent exacerber les tensions au sein des foyers et des communautés et accentuer les inégalités entre les sexes, y compris la prolifération de diverses formes de VBG. Bandana nous a parlé de différentes formes de VBG. Je ne vais pas répéter cela, mais il est important de considérer que ce n'est pas seulement dans un sens. Il y a beaucoup de différents types et de formes. Nous savons déjà que la VBG s'intensifie dans les situations de catastrophe. Nous le savons grâce à la réponse humanitaire et aux stratégies et interventions. Mais en ce qui concerne le changement climatique, nous avons vu que l'augmentation des taux de violence domestique et de violence entre les partenaires intimes a été documentée suite au désastre. Par exemple, après 2 cyclones tropicaux au Vanuatu, on a constaté une augmentation de 300%. 300%. Le changement climatique réduit également des efforts pour l'élimination du mariage des enfants. L'augmentation des taux de mariage des enfants a été documentée dans des régions exposées aux catastrophes naturelles comme le Bangladesh,
où des inondations plus fréquentes et plus extrêmes obligent de nombreuses familles à marier leurs filles plus jeunes. Le changement climatique peut également accroître l'incidence de l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Par exemple, le typhon Haiyan, qui a dévasté la Thaïlande, a entraîné une augmentation des taux de traite dans la région. Lorsque ces événements, lorsque ces personnes vont dans des abris temporaires, cela est nécessaire, mais cela pose aussi un risque pour les femmes et les filles, car un nombre accru de cas de violences liées au sexe sont signalés dans ces contextes. Enfin, les migrations et les déplacements dus aux événements climatiques peuvent également favoriser l'augmentation de l'incidence de la violence basée sur le genre, y compris la traite des êtres humains. Donc, il est important de reconnaître qu'il y a besoin de plus de recherche pour mieux comprendre les liens entre le changement climatique et la VBG, étant donné que le changement climatique n'est pas directement à l'origine de la VBG et la manière dont le changement climatique affecte les populations dépend aussi de facteurs socio-économiques, des législations nationales et d'autres conditions. Ce qui ouvre une opportunité d'aborder ces questions ensemble comme moyen de construire des communautés plus résilientes, à la fois au changement climatique et à la VBG. Nous allons parler un peu de ce sujet, la recherche et le sujet sur lequel nous travaillons. Et donc, beaucoup d'organisations ont travaillé sur ce triple lien entre vulnérabilité, le climat, vulnérabilité, l'inégalité entre les genres et la fragilité des États, parce que cela peut aussi jouer un rôle dans ce que nous appelons le triple lien de vulnérabilité. Dans le partenariat agent avec l'USAID, nous avons également étudié les indicateurs relatifs à la vulnérabilité climatique, l'inégalité des sexes et la fragilité de l'État. En utilisant ces données, le document suggère qu'il y a une corrélation statistique entre ces problèmes. Les résultats de cette recherche seront présentés dans un autre webinaire en mai, donc restez à notre écoute. Cela montre aussi que cela devrait être au cœur des agendas internationaux et nationaux, y compris les agendas de changement climatique, la VBG et les femmes, la paix et la sécurité. Comme Badan nous a expliqué, ces recommandations numéro 36 de la CDF est puissante à faire cela. Cette recommandation dit que les États doivent suivre et à s'informer sur la manière dont ils répondent à cette question. Donc, IUCN, pendant la pandémie, on a entrepris des recherches sur la manière dont la COVID-19 et le changement climatique exacerbé et avec plus de risques pour la sécurité et la résilience liée au changement climatique. Ce n'est pas une chose nouvelle, tout le monde en parle, y compris en disant que cette pandémie est aussi axée sur la VBG dans ce contexte. Donc, ces impacts de COVID-19 ont été amplifiés et ont amplifié les pressions sur les régions et les communautés déjà éprouvées par des catastrophes météorologiques plus extrêmes et plus fréquentes dues au changement climatique. En plus de forcer de nombreuses personnes à se déplacer ou à migrer, ce qui augmente le risque d'infection par la COVID-19, les vulnérabilités et le stress aggravés par ces deux crises qui exposent les femmes et les filles à un risque accru de multiples formes de VBG, telles la violence domestique, le viol, l'exploitation et les abus sexuels. L'augmentation de la VBG a déjà été largement documentée. Par exemple, nous pouvons voir que lorsque le changement climatique s'empire,
la sécurité alimentaire et la pandémie ferment les écoles. Le mariage des enfants est en train d'augmenter en Afghanistan, au Cameroun, en Inde, au Sud-Soudan et au Yémen. Nous avons vu des données pour d'autres régions, mais je pense que cela se passe dans d'autres régions aussi, comme l'Amérique latine. Ces impacts affectent également leur résilience face à ces crises et leur capacité à s'impliquer dans les efforts d'adaptation et de restauration. Nous avons également trouvé d'autres exemples de la façon dont le COVID-19 a aggravé le VBG dans les communautés déjà affectées par le changement climatique. Dans la note d'information de l'IUCN que vous pouvez trouver dans la boîte à documents dans le panneau de droite de cette plateforme. Donc, la reprise suite à cette pandémie offre des opportunités de mieux reconstruire, de construire des communautés durables et résilientes aux crises sanitaires, au changement climatique et aux autres crises auxquelles on doit faire face maintenant. Et pour ce faire, il est impératif de s'attaquer à la violence basée sur le genre. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, pourquoi est-ce que tout cela est important? Pourquoi cela est important pour les pratitionnaires de climat et de VBG? En comprendre cela est essentiel et en réalisant les droits. Étant donné que les femmes sont les victimes, les premières victimes de la violence liée au sexe, cela porte atteinte au bien-être des communautés et d'écosystèmes entiers en réduisant les possibilités de conservation et de moyens de subsistance durable. Comprendre comment le stress climatique affecte les modèles de VBG peut permettre aux communautés de s'adapter et de mieux répondre au changement climatique. C'est pourquoi ces modèles relatifs au changement climatique, la réponse aux catastrophes et la VBG devraient être adaptés pour répondre à ce lien en contribuant à des solutions climatiques plus efficaces ainsi que à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cela est essentiel pour atteindre tous les ODD, en particulier l'ODD 5. Ensuite, nous avons nommé ce séminaire de base vers les politiques. Et comme Bandana nous a dit dans ses remarques d'ouverture, elle a tiré notre attention sur le développement des politiques pour créer ces liens. Les politiques, les standards, les sauvegardes et les protocoles pour prévenir et répondre à la BVG dans un contexte de changement climatique sont urgentes. Et pour s'y faire, il y a une volonté organisationnelle et politique nécessaire. Ces outils doivent répondre au contexte local, y compris les lois coutumières et les politiques. En incluant la VBG à travers le cycle de projet et tout cyclé, mais va au-delà d'écrire sur papier. Il y a besoin de financer ces interventions. Il y a besoin. Il faut s'assurer que des mécanismes de responsabilité soient en place pour lutter contre la violence basée sur le genre. Et par conséquent, c'est un besoin, mais également une opportunité. Il faut développer des outils et s'assurer que le personnel dispose des compétences nécessaires pour incorporer l'expertise en matière de violence basée sur le genre. Et grâce à des experts, en utilisant également d'autres secteurs, on peut essayer d'avoir un partenariat transsectoriel puisque ceci s'est avéré une réussite pour lutter contre la VBG et les liens avec l'environnement.
Bandana a parlé de ces mécanismes de responsabilité qui sont nécessaires pour suivre l'avancée des projets pour lutter et prévenir la violence basée sur le genre. Il y a déjà des politiques au niveau national et international, ainsi des projets qui prennent en compte la problématique du genre ainsi que les changements climatiques. Il y a également des contributions nationales à la Convention sur le changement climatique. Il y a également le projet de plan d'action de la Convention sur la biodiversité qui commence à parler de cette violence basée sur le genre. Nous travaillons sur l'élaboration sur les projets également qui sont faits au niveau de l'UICN. Nous sommes tout à fait conscients de ces problèmes. Nous devons commencer à mettre en œuvre ce que nous connaissons déjà. Voilà, j'en conclus avec cet exposé. Et Julia, c'est à vous de prendre la parole. Et je me réjouis à l'avance des discussions que nous aurons avec les autres membres du panel. Merci. Merci, Itza. Un très bon aperçu des liens entre le changement climatique et la violence basée sur le genre. Et ceci a créé une très bonne base pour nos discussions de ce matin ou de cet après-midi ou de cette soirée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Je m'appelle Julia Bradley Cook, comme qu'elle l'a mentionné précédemment. Je suis conseillère en matière de changement climatique au Bureau Afrique de l'USAID et donc au quotidien, j'essaie de voir comment gérer le changement climatique dans nos programmes en Afrique au sud du Sahara, mais également pour voir comment réduire les conséquences et les incidences du changement climatique. Je suis ravi que vous ayez créé le contexte de nos discussions et nous devons en fait essayer de réfléchir à ces liens qui sont tellement importants entre le changement climatique et la violence basée sur le genre. En tant qu'experte en matière de changement climatique, j'essaie de voir ce que l'on devrait savoir sur différentes perspectives. Donc, nous allons entendre les différents membres du panel et ils représentent des perspectives très différentes et riches. Je vais demander aux différents membres du panel de connecter leurs vidéos. Je vais les présenter les uns après les autres et je vais demander donc aux membres du panel de donner 3 mots pour se présenter. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter Joséphine Kandiru, qui est spécialiste du genre sur le projet d'appui NDC au sein du PNUD en Ouganda. Elle appuie également tous les flux d'activités du genre dans le cas du portefeuille CCDRR. Joséphine, quels seraient les 3 mots que vous utiliseriez pour vous décrire? Alors, donner plus de pouvoir aux femmes et mettre également les femmes au centre du développement. Merci, Joséphine. Nous avons également Jessica Huertas, qui est la coordinatrice en matière de changement climatique et des approches transsectorielles à la Direction générale du changement climatique et de la désertification au ministère de l'Environnement du Pérou. C'est une psychologue sociale avec plus de 20 ans d'expérience dans les politiques publiques sociales, les programmes et les projets. Jessica a travaillé avec des populations à risque et vulnérables et elle a également assuré le mainstreaming des droits de l'homme
et des approches du genre intergénérationnel et interculturel dans tous les cycles de projets, dans les programmes et les projets de changement climatique. Elle fait également partie de l'équipe du ministère de l'Environnement qui a été chargée de procéder à une consultation préliminaire sur les réglementations du cadre juridique sur le changement climatique et la désertification. Jessica, est-ce que vous pourriez vous présenter en 3 mots? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup rêver, j'ai de la persévérance et je fais preuve d'esprit critique. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Nous avons ensuite le Dr. Jocelyn Kelly qui est directrice de l'initiative HHI en matière de genre, de droit et de résilience, où elle conçoit et met en place des projets pour se pencher sur des questions portant sur le genre, la paix, la sécurité dans les États fragiles. Le Dr. Kelly a une expérience depuis plus de 10 ans dans des situations nationales et internationales. Elle essaie de comprendre et de prévenir la violence basée sur le genre et la traite des êtres humains dans des crises complexes, en mettant l'accent sur des mécanismes en matière de résilience dans ces situations. Ce qui est important également, c'est que le docteur Kelly a pour intérêts principaux de recherche la promotion et l'évaluation et de la réduction des risques en matière de VBG dans les situations humanitaires. Mieux comprendre également l'évolution des questions de VBG avant, pendant et après les crises humanitaires. Jocelyn, est-ce que vous pourriez donner 3 mots pour vous décrire? Je pense que déjà, je vais utiliser le terme de verbeux après avoir entendu cette présentation. Industrieuse et enthousiaste et également pleine d'espoir, je l'espère. Voilà, merci. Vous avez rajouté un 4e terme, très bien. Merci beaucoup. Et enfin, c'est un plaisir de vous présenter Kavita Naidu, qui est avocate internationale en matière de droit de la personne à Fidji et Australie. Elle travaille donc au niveau de la justice climatique féministe. Elle travaille avec des intervenants en Asie-Pacifique de façon à créer un mouvement de justice climatique féministe. Kavita est consultante à l'université Edith Cowan et elle travaille sur une recherche en matière d'action participative féministe. Et Kavita, je vous donne la parole pour vous présenter en 3 mots. Merci. Je dirais que je suis apparemment très marrante, c'est ce qu'on me dit, et je suis également pugnace. Kavita, je vais rester sur votre vidéo et vous poser donc la première question. Compte tenu des activités que vous faites, la recherche de l'UICN a permis d'établir un corpus d'éléments de preuve transrectoriels et transrégions qui donne vraiment un aperçu très clair des risques et de l'incidence de la VBG qui est de plus en plus importante dans le contexte du changement climatique. D'après votre expérience d'activité avec la base en Asie et dans le Pacifique, comment est-ce que vous considérez l'impact du changement climatique sur la VBG et vice-versa? Également, quels sont les défis, les opportunités et les lacunes, notamment en ce qui concerne les politiques et les cadres? Je dirais qu'il faut peut-être replacer la région dans laquelle je travaille dans son contexte, l'Asie-Pacifique. Il s'agit d'une région qui a des normes religieuses, un héritage colonial et qui est endémique. Et ceci signifie que les femmes et les jeunes filles ne peuvent pas en fait faire valoir leurs droits de l'homme. Donc en fait, le système est conçu pour
les désavantager de manière délibérée et de rendre les femmes et les jeunes filles vulnérables, notamment les populations rurales, indigènes, pauvres, les femmes qui ont des handicaps, les personnes âgées et les personnes qui ne se considèrent pas comme non binaires, comme binaires. Et ceci crée des obstacles qui les empêchent de s'adapter ou de devenir résilientes face au changement climatique. Et maintenant, comment est-ce que la VBG contribue au changement climatique? Eh bien, les femmes qui font face à des actes de violence n'ont plus de pouvoir et ne peuvent pas s'engager en qualité d'agents actifs, notamment pour avoir des actions climatiques qui répondent aux besoins associés au genre. Et donc, le plus grand défi que nous avons donc décelé dans nos activités, c'est le système actuel. Le système à proprement parler n'a fait que renforcer les problèmes associés à la violation des droits de l'homme, la violence contre les femmes, etc. Donc nous avons en fait la crise du changement climatique et la crise associée aux violences basées sur le genre. Et ceci signifie que vous avez beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ne sont pas rémunérées pour leur travail. Vous avez des femmes qui sont assujetties à des confinements et qui font face à de la violence dans leur foyer. Les femmes dans cette région constituent une grande partie du secteur informel et elles sont maintenant réduites à la pauvreté en raison des implications de la pandémie de COVID-19 sur l'économie. C'est donc un énorme défi et nous devons en plus faire face au changement climatique, aux retombées de la pandémie de COVID-19. Donc, en ce qui concerne les défis que doit relever cette région, il y a également une crise de la dette. Celle-ci est en fait découle du système économique néolibéral et en fait le profit a pour objectif ou plutôt découle de l'exploitation de personnes qui sont mal payées. Vous avez des femmes qui sont très peu rémunérées et qui subventionnent cette économie d'une certaine manière. Et puis vous avez des attaques sans discrimination contre les femmes et contre ceux qui défendent les droits de la personne. Cela se passe parce que nos gouvernements, les instances militaires et les grandes entreprises se regroupent contre ces communautés. Ces femmes n'ont pas l'accès à la justice. Ce sont donc les défis que nous rencontrons dans cette région et nous devons vraiment bien les comprendre pour pouvoir les prendre à bras le corps. Et en ce qui concerne les opportunités, je suis tout à fait en faveur de ce New Deal mondial en matière de féminisme parce que ceci permettra de transformer du tout au tout notre système actuel. C'est une série de mesures qui se concentrent sur la justice sociale, sur la justice économique, sur la justice du genre, sur la justice socio-économique. Ce ne sont pas que des solutions féministes, mais ce sont des solutions qui vont peut-être mettre à bas les systèmes patriarcaux et coloniaux ou post-coloniaux. Ensuite, on peut se demander si les accords commerciaux assurent la promotion de communautés autochtones. Est-ce que l'énergie propre va changer la donne ou est-ce que ça va être en fait la même chose que d'habitude? Est-ce que les solutions mondiales ne vont pas faire que suivre la tendance actuelle ou est-ce que ça va vraiment être un changement du tout au tout? Voilà donc les opportunités que nous pouvons saisir pour essayer de voir comment un New Deal féministe pourrait avoir lieu. Je sais que cela vient des États-Unis, du Royaume-Uni. Il y a également un Green New Deal pour décolonial, comme on l'appelle. Et ce n'est
fera pas uniquement des solutions purement féministes pour lutter contre les fléaux que nous vivons à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Merci, Kavita. Je vois que les autres participantes semblent aller dans votre sens d'après leur langage corporel. En plus de ce que Kavita a dit, des défis, des solutions, est-ce que vous avez observé certains éléments au niveau de la base? Apparemment pas. Kavita a donc jeté les bases de cette perspective. Donc, Jessica, d'après vous, votre expérience au Pérou montre que on essaie vraiment de mettre en place des programmes qui incluent la problématique du genre, y compris ce plan d'action CCGAP, le plan d'action du genre en matière de changement climatique au niveau national. Donc, ce CCGAP est également lié au NDC et à d'autres instruments politiques. Donc, j'ai quelques questions. Comment est-ce que ces engagements climatiques qui répondent aux besoins du genre au niveau national, tels que les CCGAP, créent un espace pour se pencher sur les questions de VBG et de changement climatique et leurs incidences? Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre perspective en ce qui concerne les défis et les opportunités? Je vais en fait parler en espagnol parce que je suis plus à l'aise dans cette langue. Je pense que ce qui nous permettra de mieux comprendre le changement climatique et la violence basée sur le genre. Il y a une interdépendance, on l'a oublié, on travaille sur les questions d'environnement et on ne se rend pas vraiment compte que ceci est lié à des questions humaines. Donc, il faut bien comprendre cette interdépendance et cette indépendance écologique et que les vies ne sont pas possibles si l'on ne prend pas en compte les besoins de la planète également. Et ceci nous permet également de nous départir de ce mythe selon lequel la violence basée sur le genre n'est qu'une violence physique. Vous avez des violences structurelles dans nos pays qui créent la pauvreté, qui réduit les capacités des femmes à faire face au changement climatique. Et puis, la violence structurelle signifie que les femmes ne sont pas en mesure de prendre des décisions. Je vous donne un exemple. Dans la chaîne d'approvisionnement en eau, les femmes devraient recevoir de l'eau, mais elles ne sont pas inclus. Donc, dans une étude l'année dernière, il y a eu des dizaines de milliers de femmes qui étaient utilisatrices d'eau et qui n'avaient pas en fait, pour lesquelles leurs besoins n'étaient pas en fait pris en compte. Seulement 0,9% des femmes travaillent dans ces systèmes d'assainissement en eau. Donc on voit que les femmes ne peuvent pas prendre de décisions concernant l'eau. Elles doivent se procurer de l'eau, elles doivent gérer l'eau, mais elles ne sont pas dans les instances décisionnelles. Donc, elles doivent en fait s'acquitter d'autres tâches dans le cadre de la pandémie simplement pour nettoyer leurs mains, mais elles n'ont pas en fait de pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion de l'eau au niveau élevé. Et la violence structurelle fait partie de la manière dont on identifie la VBG et cela nous permet de voir ces circonstances. Et chez les femmes,
il y a beaucoup de diversité et les femmes souffrent beaucoup de différentes circonstances. Par exemple, si un désastre a lieu d'un point de vue de environnemental, la population a besoin de se déplacer parce que cette population souffre. Il y a des tentes pour des femmes, pour des hommes et qu'est-ce en termes des femmes trans, le discrimination là, elles n'ont nulle part à aller dans un pays conservateur comme nôtre. Donc, il faut prendre en compte ces différentes situations, mais aussi au niveau des groupes des populations, il y a une diversité qui doit avoir lieu aussi. Et cela nous permet de voir dans ces informations pourquoi nous arrivons à passer d'une région à l'autre. VBG et nous commençons à travailler là-dessus et la manière dont les femmes sont instrumentalisées et ne sont pas compensées. Donc il s'agit d'une violence structurelle aussi. Donc il est important d'avoir ces liens entre la violence et le changement climatique. Il faut être conscient de cette question et on comprend aussi qu'un manque d'information est aussi facteur. Il est important d'avoir ce lien entre la violence et le changement climatique. Il faut être conscient de cela et on doit aussi comprendre que l'information est autre facteur. Par exemple, pendant le dernier recensement dans l'agriculture dans notre pays, cela va jusqu'en 2012. Il a été un long moment depuis. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Et c'est là où il y aura le plus d'impact pendant le changement climatique. Donc il est important de voir tout ça lorsqu'on commence à travailler sur le genre et le changement climatique. Quels sont les autres défis que nous avons devant nous? Bien sûr, il y en a beaucoup. Je pense que le premier défi, c'est de passer de ce qu'on appelle des politiques axées sur le genre, comme on l'appelle en anglais, vers des politiques axées sur une transformation. On peut faire en sorte que ces écarts soient visibles, on doit transformer cela, et ce qui implique un commencement de changement de la manière dont on considère différentes choses. Il s'agit non seulement des femmes, et on doit travailler de manière complète. Par exemple, lorsqu'on voit une migration suite au changement climatique, il y a un impact différencié sur les hommes. Lorsqu'ils migrent suite à ce changement climatique, ils ne vont pas dans un espace de santé mentale pour lutter contre leur déprime, leur sentiment d'être déracinés. Pourquoi? Parce que cela n'est pas considéré d'un point de vue du genre à inclure les deux genres. Donc, nous ne parlons pas uniquement des femmes et de leur pouvoir, parce que parfois, ce qu'on fait, c'est de donner aux femmes un rôle plus important. Parfois, on devient très excité, on donne plus de travail aux femmes. Cela pourrait être un projet intéressant. Par exemple, nous parlons des forêts magiques où on apprend les femmes comment utiliser les drones et elles font différentes choses. Mais cela ne marche pas uniquement. Il faut s'occuper du bois, de leurs enfants et il n'y a pas eu de transformation sociale. Donc, pas de stabilisation. En ce qui me concerne, on doit commencer cette transformation. L'autre défi, c'est de s'assurer que le focus sur le genre est lié. Vous ne pouvez pas considérer cette question sans considérer aussi les aspects interculturels. Les femmes, selon nos habitudes, nos coutumes, nos langues, vont s'exprimer de manière différente. Et maintenant, avec les difficultés que nous avons en temps de changement climatique au Pérou, cela a été souligné. Donc, il faut passer des questions de genre sur un focus plus intersectionnel pour considérer les différences, les possibilités. Le dernier défi que j'aurais à évoquer, c'est de faire en sorte qu'il s'agit d'un défi au niveau de la pandémie. Je pense que cette pandémie a fait grandir ces écarts. La Covid a fait un impact sur le Pérou, donc il y a eu des impacts qui ont comblé ces écarts.
qui ont agrandi ces écarts. Donc, on va considérer comment œuvrer ensemble pour ces sujets dans un pays qui doit décider comment survivre le jour qui suit. Merci beaucoup. Vous avez fait un travail formidable, non seulement en termes d'approfondir la manière de considérer la violence dans cette discussion, mais aussi les liens importants et la manière de prendre cela en compte dans un contexte d'eau au niveau national, dans le secteur de l'eau. Par exemple, Jessica, pardon, désolé. Maintenant, je vais passer à Josephine. Josephine, la PNUD a été parmi les premières organisations au niveau international avec des partenaires et avec le soutien pour reconnaître la VBG dans un contexte de projet lié. On essaie de développer des stratégies pour limiter les risques et durer vous pouvez nous parler du projet et la manière dont la VBG a été inclus ce projet. Quelle était la stratégie et l'approche? Et pourriez-vous nous partager les résultats de ce processus? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Le PNUD soutient le gouvernement de l'Ouganda pour mettre en place un fonds vert en lien avec le développement des communautés résilientes avec l'écosystème en Ouganda. C'est mis en œuvre et fait par le gouvernement et ce projet est mis en œuvre donc avec le soutien de 3 ministères, l'environnement, l'agriculture et l'autorité rurale. Ce projet a 3 Josephine, est-ce que vous êtes vous êtes toujours en train de parler? On ne vous entend plus. Ah, désolé. Oui, désolé. OK. Vous avez parlé des 3 éléments du projet. Oui, tout à fait. Les 3 éléments. Tout d'abord, gestion de restauration de hydrologie gérée par le ministère de l'eau et de l'environnement. Et ce processus, c'est le processus de restauration de zones humides. Et pendant ce processus, les communautés sont encouragées à quitter ces zones humides pour pouvoir les restaurer. Et ensuite, l'amélioration des pratiques de l'agriculture, cela traite de s'assurer que les communautés qui ont été retirées des zones humides ont accès à différentes manières de vivre sans avoir porté atteinte à l'environnement pendant cette restauration de zones humides. Ensuite, l'élément 3, géré par le ministère de l'Agriculture, avec un système d'avertissement pour les agriculteurs dans les zones humides. Et cela a été géré par ONMA. Cela aide les agriculteurs à savoir que les informations sur le climat pour gérer leur manière de vivre de manière meilleure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, pendant notre pilote, cela se passe dans 2 districts. Ce projet, en fait, c'est en 24 districts de l'Ouganda, mais notre projet pilote, c'est dans 2 zones, dans l'Est et l'Ouest. Et cette pilote est mise en œuvre par une organisation de la société civile axée sur la violence domestique. Et le but de ce pilote, c'est de considérer la VBG à travers des interventions ciblées pour s'assurer que les actions sur le climat ne portent pas plus atteinte sur les communautés et sur les femmes à ce niveau-là. Donc, comment est-ce que nous avons réussi à intégrer la VBG dans ce processus? Tout d'abord, ce que nous avons fait, c'est d'entreprendre une recherche formative pour comprendre les questions de VBG dans ces 2 districts. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Donc, les liens entre le changement climatique et la VBG. Nous avons trouvé que le changement climatique pourrait exacerber les inégalités existantes, mais aussi augmenter la probabilité pour les femmes et les filles de souffrir plus de violence. Donc, on s'était accordé que la mise en œuvre était pour s'assurer que les bonnes pratiques étaient intégrées en considérant la VBG à travers le projet.
en utilisant les preuves pour limiter la VBG avec un plan pour s'y faire. On a aussi réalisé que les activités allaient renforcer les positions dominantes des hommes dans les régions. Vous devez savoir que la terre appartient aux hommes dans notre pays et les femmes ne peuvent accéder à la terre que à travers les hommes. Donc, si nous utilisons des programmes sans un focus sur le genre, les hommes vont prendre toutes les options et les femmes ne vont pas tirer avantage de ces systèmes. Il y aura plus de VBG. Donc, nous avons continué à travailler une recherche formative avec les partenaires du gouvernement. On a dû développer des partenariats au niveau de district pour s'assurer que les gouvernements reconnaissent les aspects VBG dans notre secteur. La terre est de manière traditionnelle axée sur les hommes et c'est pour cela que la VBG doit faire partie de ce projet. Et suite à cela, nous avons développé des outils pour des activités de prévention de VBG. On a développé un plan de limitation de risque de VBG pour ce projet et nous avons aussi développé une liste de vérification sur ce projet. Et nous avons réalisé, en discutant avec les partenaires du gouvernement, qu'il est important à travers le district donc mettre en œuvre le projet de restauration de zones humides serait de ne pas faire de mal. Donc, mis en un check de vérification pour ne pas augmenter les risques VBG avec le dévasté, ce qui est le projet à part entier. Donc, nous avons aussi identifié différentes options qui ne font pas perdurer les inégalités. On a aussi développé un plan de moyens de vivre qui considère le genre pour faire en sorte qu'en répondant aux besoins des hommes et des femmes dans ces régions, sans choisir les produits qui sont dominés par les hommes ou par les femmes, il s'agit de sélectionner des différents moyens de vivre. Et nous pouvons ensuite intégrer ces méthodes liées sur le genre, sur les composantes de moyens de vivre pour comprendre ces questions. Et bien sûr, ce travail continue et la question de renforcer les stratégies de prévention au niveau des communautés, nous avons sélectionné différentes structures, mais la en sorte que nous n'avons fait autant de travail dans les bases au niveau de et au niveau de district. Quelle a été notre réalisation de qualité pour comprendre les besoins d'être mis en œuvre avec les liens entre le genre et la VBG. Et cette formation peut être conçue pour eux des outils de formation sur ces deux et sur le manque de capacité pour cela en œuvre au niveau d'un district. Ensuite, on a développé un plan des VBG que nous allons ensuite mettre en œuvre avec une liste de vérification que nous avons discuté avec eux et le plan développé eux ensemble. Il a fallu faire cela et de l'adapter pour avoir un consensus avec le gouvernement et ce qui va sur ce. Donc, quels sont les résultats pertinents que nous avons trouvés lorsque nous prévoyons la BG, renforcement de capacité, la BG et l'estion climatique est très importante et bien sûr, ce n'est pas à faire une seule fois, cela doit être fait en continuel, en continu pour ne pas faire un jour par cela en continu. Donc, on fait de nos mieux de faire cela au moins 2 fois, 3 fois par pour s'assurer que nous recevons de nouvelles idées pour renforcer les capacités, mais aussi avoir des listes pour créer des liens entre la VBG et de changement climatique, pour permettre aux partenaires de l'importance de pouvoir VBG. Avec un plan de limitation de VBG est important aussi parce que cela traite de sens mise en œuvre. J'espère que je vois toutes vos questions. Julia, formidable. Cela, c'est une manière de prendre l'idée, la manière de la VBG fait partie des aspects spécifiques d'un projet sans être aligné de manière spécifique avec la VBG. Donc, les détails des interventions et en plus des différentes manières de prendre en compte ces questions. Donc, merci beaucoup, Joséphine, pour cette question, pour cette réponse. En dernier lieu,
Jocelyne, j'aimerais vous parler de la VBG dans le secteur humanitaire. La VBG a été prioritaire dans ce secteur. Il y a beaucoup d'outils, d'approches disponibles déjà que nous pouvons utiliser dans le contexte de changement climatique. Donc, considérer le changement climatique est maintenant une question urgente. Donc, différentes choses se mettent ensemble, comme beaucoup d'entre nous ont déjà dit. Donc, mes questions sont de savoir quels doivent les practitioners connaître et prendre en compte lorsqu'ils tirent sur l'expertise d'autres, c'est comme les secteurs humanitaires, et quels sont les différents rapports à prendre en compte. Vous pouvez parler de cette question. Oui, comme vous avez noté, je travaille dans le secteur humanitaire. On doit tous reconnaître non que le changement climatique est une chose urgente et l'équipement de je suis sur son projet et la création de ces outils pour aider tout le monde à comprendre ces différents aspects sont parmi les choses que je voudrais souligner dans les lieux que j'ai identifiés dans le secteur où nous avons 13 différents secteurs qui sont en train de croître. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit uniquement de l'eau et de l'assainissement. Il faut être il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Non, il n'y a pas besoin d'être spécialiste en VBG pour accueillir les voix des femmes et des filles dans les programmes de conception ou d'adaptation. Et cela a été souligné par les oratrices suivantes. Les femmes, les filles doivent faire partie de la manière dont on crée des programmes plus quelque chose qui est la suite. Le champ n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de pour faire porter le maximum des expertises au niveau national et international, des connaissances, des outils créés tous les jours pour faire en sorte que les femmes et les filles d'abord ne font pas à un risque accru suite à différents aspects de programmation et de faire en sorte que les femmes et les filles font partie de cette programmation aussi. Donc cela est une leçon tirée des programmations humaines que les femmes et les filles sont déjà les experts sur ce qu'on essaie de comprendre et tirer le maximum de ces expertises, ces connaissances qui nous permettent d'être mieux situés pour les adaptations, l'innovation et la réponse. Les femmes et les filles font déjà cela, les communautés font déjà cela. Donc, nous, en tant que communauté, doivent commencer à essayer, développer les outils on peut de faire partir de là. Donc, nous sont tirés l'âge de ces expertises. On laisse 50% de la planète de côté. Ensuite, j'ai souligné qu'il y a bien c'est-à-dire les difficultés au niveau des communautés et à l'environnement. Donc, vous avez des propres droits humanitaires et nous avons la chance de faire partie du consortium qui est géré par les leaders congolais au Congo qui soutiennent une compréhension et les liens dans les communautés minières où ils travaillent. Et vous savez, ce sont parmi les environnements les plus précaires. Ces femmes devront s'assurer qu'il y a des connexions, pas uniquement entre la communauté, entre les hommes et les femmes, entre les plus jeunes et les plus âgés, mais également entre les personnes et leur lieu d'habitation et l'environnement dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Donc, nous espérons que ceci va permettre de créer ces éléments nécessaires dont le ICN est à l'origine. Et il faudra également, en fait, il faudra toujours regarder les risques, mais également la résilience. Et, par exemple, dans la région nord du Congo, on voit comment les mesures pour appuyer la résilience ont des conséquences sur la communauté. Et on voit également les liens entre la résilience individuelle, la résilience collective et également l'environnement. On voit comment en fait la programmation en matière d'environnement peut être affectée par différents facteurs. Et il faut vraiment que ce soit une base qui nous permette de mieux comprendre les liens entre
le genre et le changement climatique. Merci, merci beaucoup. Merci Jocelyne. J'ai beaucoup appris de vous toutes. Nous avons beaucoup d'excellentes questions de ceux qui nous suivent et je vais commencer par une question concernant la COVID et la confluence des crises COVID et changement climatique et comment la VBG est liée à cela. Alors, une question, est-ce que vous pensez qu'il y aura une bonne stratégie de reprise et que cette stratégie dans le cadre de la reprise post-COVID va prendre en compte l'impact et les incidences sur les femmes? Et si tel est le cas, est-ce que ces stratégies permettraient de travailler sur les liens entre la VBG et l'environnement? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Oui, Kavita, allez-y. Kavita, je crois que votre micro n'est pas activé. Est-ce que vous voyez le petit icône orange du micro pour activer votre micro, Kavita? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole en attendant que Kavita essaye de se connecter? Joséphine? Oui, la pandémie de COVID-19, notamment en Ouganda, a vraiment mis en exergue les problèmes associés à la VBG, notamment les violences au foyer. Et ceci nous a vraiment ouvert les yeux. Et dans le cas de la reprise post-Covid, il faudra prendre tout ceci en compte si l'on veut protéger les droits des femmes et des jeunes filles. Et il faudra s'assurer que ces programmes il faudra s'assurer que personne ne soit laissé sur le côté de la route. Merci. Joséphine, Kavita, est-ce que vous avez réglé vos problèmes de micro? Oui, je crois que ça fonctionne. Désolé pour ce problème technique. Les différents gouvernements de par le monde prennent des mesures différentes en perspective de la reprise post-Covid. Et il faudra en fait exiger que les plans de reprise post-Covid soient basés sur une économie axée sur le soin, sur la prise en charge, protègent les droits de l'homme, s'inscrivent dans la pérennité, préservent les systèmes traditionnels, et soient basés sur une justice du genre. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons également de mobiliser nos ressources au niveau mondial afin de créer une solidarité et un élan pour promouvoir une économie autre que celle que nous observons à l'heure actuelle parce que les causes profondes de nos crises actuelles sont en fait les systèmes dans lesquels nous sommes enfermés. Nous pouvons utiliser le COVID et l'urgence de la crise climatique pour vraiment exiger des actions qui vont vraiment transformer du tout au tout ces systèmes. Très bien, merci. Nous essayons bien sûr de voir comment ceci peut se réaliser en matière de décarbonation, de système énergétique et de résilience post-pandémie pour que cette transformation soit une transformation qui prenne en compte tous les éléments. Il nous reste une minute vraiment. On aurait bien sûr pu aborder toute une autre série de questions.
Jessica ou Jocelyne, je vous invite à peut-être faire un commentaire en guise de mot de la fin avant de clore cette réunion. Jessica? Je crois que les variables dans les projets sont très importantes, mais on ne pose pas la question de savoir quel est l'équilibre spécifique. Donc, je pense qu'il serait intéressant de voir qu'il y a une promotion au niveau national, mais pour l'instant, on n'a pas encore fermé le cercle. Nous avons l'aspect genre. On ne sait pas quels sont les types d'informations que nous fournissons et ce qui est fait. Vous n'avez pas ce type de données. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en compte, notamment dans le cadre de cette pandémie. Nous devons avoir des actions de discrimination positive au profit des femmes. Par exemple, une connexion Internet. Là, beaucoup de femmes n'ont pas accès à l'Internet, n'ont pas d'ordinateur. Nous en avons, mais beaucoup de femmes n'en ont pas. Ou si elles ont un ordinateur, elles ne savent pas l'utiliser. Donc, lorsqu'on dit je voudrais avoir une dimension genre, il ne s'agit pas uniquement de théorie. Il faut parler des fonds, il faut savoir ce qui va être investi. Et il va falloir également avoir les pratiques optimales pour voir si c'est quelque chose qui peut être mis en œuvre. Voilà, donc c'était mon mot de la fin. Jocelyne, est-ce que vous vouliez également nous livrer votre mot de la fin? Oui. Euh, En guise de synthèse, compte tenu de la pandémie de COVID, pour la première fois, nous avons dû faire face dans le monde entier à une situation d'urgence et c'est une sorte de piqûre de rappel, si l'on peut dire. Il y a des points faibles qui sont différents d'un pays à l'autre, mais nous avons tous eu l'impression d'être fragiles et vulnérables et nous n'étions pas du tout prêts à lutter contre cette urgence. Donc, on peut peut-être essayer d'utiliser cette situation en disant qu'on ne peut plus attendre. Nous avons un monde interconnecté. Nous devons connecter les femmes qui sont encore dans ce fossé numérique. Et si l'on arrive à lutter contre cette pandémie, on arrivera également à lutter contre le changement climatique en reliant les deux. Très bien. Merci beaucoup. Je suis ravi que nous ayons eu l'expertise des membres de ce panel. Merci à toutes d'avoir fait part de votre sagesse qui découle de longues années d'expérience. J'ai beaucoup appris et je suis sûr que c'est le cas pour tous les membres de notre audience. Et je vous en remercie. Merci donc de vous être connectés. Je vais donc redonner la parole à Kate. Merci beaucoup. Je disais que c'était audacieux de penser que l'on pouvait gérer cette question en 90 minutes, mais vous avez fait des commentaires très pertinents et au nom des collaborateurs, de nous toutes, je voulais toutes vous remercier pour avoir participé à ce panel. Merci à USAID, merci à toutes les organisations qui nous ont soutenus et qui ont collaboré pour que cette session ait lieu. Merci aux membres de l'audience également. Et là, vous avez donc une question. Nous voulons simplement savoir si ce webinaire a été utile pour vous sensibiliser à la manière dont les connaissances sur les liens entre la violence basée sur le genre et le climat peuvent être appliquées à votre travail. Voilà, donc vous pouvez répondre par oui ou par non. Merci beaucoup de consacrer encore 30 secondes de plus pour répondre à cette question. Je vois qu'il y a des personnes qui se déconnectent. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette réunion virtuelle et cet enregistrement sera disponible
tous les outils qui ont été mentionnés dans cette session, y compris ceux mentionnés par les intervenants, seront disponibles sur notre site web. Merci beaucoup. Il y avait également beaucoup de questions qui ont été posées aujourd'hui. Nous vous en remercions. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons répondre à certaines de ces questions, notamment si vous avez besoin d'un soutien très rapidement. Nous essaierons de revenir vers vous et de vous orienter vers des éléments de recherche qui pourraient vous aider. Vous pouvez également utiliser notre site web et nous contacter. Et nous vous donnons rendez-vous. Donc, nous avons des réunions en général tous les trimestres, quelquefois avec des fréquences plus rapprochées. Merci beaucoup et bonne fin de journée ou fin de soirée. Merci à tous. Au revoir.